à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière quotidienne de la semaine spéciale Antilles. Au sommaire de l'émission, portrait de Frédéric Hérin, le spécialiste du saut en longueur. Ce sera avec Jamie dans la chronique C'est Sport. Puis, gros plan sur la résidence Les Orchidées, une résidence pour personnes âgées. Anna nous en dira plus dans sa chronique On s'occupe de vous. Et puis Jamie encore, aujourd'hui nous parlera des danses traditionnelles antillaises, puisqu'il remplace Davina pour demander le programme. Et pour finir, Mara nous emmènera en voyage au cœur de la forêt amazonienne. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Madame Marlène Nibécan. Bonjour Madame Nibécan. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association Jeunesse Avenir du Mont d'Or. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, s'il vous plaît? Alors c'est une association de danse menée par Monsieur Boineau, Jean-Irénée Boineau, qui est le chorégraphe aussi de cette association. Et cette association regroupe des enfants de 6 à 18 ans. D'accord. Enfin le plus... Qui sont originaires d'où? De la tribu de Saint-Louis. Ils sont originaires de la tribu de Saint-Louis, de l'Île-Loin et de la Conception. D'accord. Et ils pratiquent de la danse, pas que la danse, ils font la culture, tout ce qui est culture mélanésienne, c'est-à-dire plantation du champ de l'igname, les activités culinaires, c'est-à-dire préparer un bougna ou je sais pas. Construction de la case voilà. aussi. Il y a une danse aussi qui est... Qui rappelle les gestes de la construction de la case. D'accord, donc c'est une association qui existe depuis 2006. Voilà, depuis 2006. D'accord. Et donc, il y a 4 ans, il y a eu l'inauguration de la maison commune de Saint-Louis, à laquelle a assisté donc votre tante, qui s'appelle donc Laura Palau. Et ce jour-là, Madame Gentiane Guillon, qui était élue provinciale à l'époque, était également sur place pour l'événement. Et elle s'est rendue compte qu'à côté, il y a une maison de quartier qui s'appelle Pas taper moins. Oui, voilà. Et donc, ce qui l'a interpellée tout de suite... Pas taper moi, c'est un peu, ça ressemble un peu à du créole. Voilà, tout à et fait. elle nous a demandé, elle a demandé à ma tante si c'était du créole et elle a dit non, c'est du taillot, ça ressemblait un peu quoi. Alors qu'est-ce et que c'est de là que c'est parti. Le taillot, c'est une langue, on va dire, c'est du français renversé un peu, comme du créole, mais pas. Il y a des petites différences. Et donc le taillot, c'est le patois en fait qui est parlé à Saint-Louis. D'accord. Et justement, c'est ce qui l'a interpellée. Donc elle a commencé à faire des recherches. Et effectivement, il y avait une communauté antillaise à Saint-Louis. C'était dans les années, en 1850 à peu près. Oui, voilà. C'était pourquoi il y avait une communauté à Saint-Louis? En fait, à ma connaissance, il y avait des Bourbonnais. Des Bourbons. Voilà, des Bourbons. Qui étaient il y avait une romerie, ils étaient là pour travailler dans la romerie. D'accord. Qui se trouve d'ailleurs à côté de la mission, dont il reste des vestiges encore aujourd'hui. Oui, voilà. D'accord. Et donc ça a vraiment interpellé Madame Guillon et depuis avec votre tante qui se sont mises du coup à travailler ensemble depuis ce jour-là. Donc ça fait 4 ans maintenant, bientôt 5 ans. Donc chaque année en fait elle se retrouve également, c'est l'occasion pour elle d'organiser lors de la journée de citoyenneté, le 24 septembre, des échanges en fait entre ces deux cultures. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous aussi vous y participez? Oui, j'ai participé avec ma tante. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des échanges culinaires, c'est-à-dire l'année dernière on était parti à Ouvéa avec Gentiane et elle en a préparé des akras, qui est une spécialité antillaise. Et puis voilà, parce qu'on était parti en tant qu'association afro-créole à Ouvéa. Et puis on a participé avec Gentiane à tout ce que c'est ces activités culinaires. Et puis on avait exposé aussi tout ce qui est l'artisanat. Voilà. Sinon, il y a 2 ans de ça, on avait participé aussi à l'élection de défilé. Nous, on avait mis des robes mission, comme c'est la robe que la femme kanak porte. Et les Antillais, leurs propres vêtements traditionnels. Voilà, donc toujours dans cet esprit d'échanger entre ces deux cultures. D'accord. Et donc, de là est venue l'idée aussi de signer un traité d'amitié entre les membres de la Fédération Afro-Créole et les habitants de Saint-Louis. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce traité? En fait, c'est un traité pour aboutir... Enfin, il y aura un voyage prévu au long de cette année. Et puis, c'est pour faire des échanges aussi. Voilà. Voir ce que...
pouvoir vous rendre. Alors, déjà, on va expliquer ce traité. Donc, c'est une journée qui a été organisée donc dimanche 8 février. À cette occasion, donc, il y a eu différents signataires avec également des officiels. Donc, il y a 2 marraines à cet événement qui sont Mesdames Dewe Gorodé et Valentine Rissouquet, qui sont membres du gouvernement, qui ont signé donc ce traité avec également les 2 chefferies de Saint-Louis. Et puis, la fédération afro-créole. D'ailleurs, c'est Madame Gentiane Guillon qui est la présidente de cette fédération. Donc tous ensemble, ils vont signer ce traité, effectivement, qui va permettre ensuite d'organiser un voyage, de réunir, en fait, de regrouper tous les Mélanésiens de Saint-Louis qui sont métissés antillais, en fait, et de pouvoir vous rendre ensuite en Martinique pour pouvoir un retour aux sources, en fait. Alors, ça va être justement des échanges. Vous-même, vous allez préparer des danses pour les présenter là-bas, préparer des bougnas aussi pour montrer la culture mélanésienne. Et puis vous-même, vous allez un peu découvrir la culture créole. Donc apprendre le créole, découvrir les lieux déjà et la culture. Donc c'est le but un peu de ce traité. Et en amont, pour préparer donc ce voyage, il y a un premier voyage. Donc ce voyage, il est prévu pour juin 2016. Il y a un premier voyage qui est prévu cette année auquel va participer donc Madame Guillon et Madame Palaou. Et Madame Palaou, votre tante. Alors ce voyage, il est prévu pour quand exactement ? Fin mai, début juin, je crois. Non, de cette année ? Oui, je crois. Voilà, et qui vont donc pour préparer, c'est-à-dire à peu près préparer le terrain, quoi. Oui, voilà. Créer des contacts. Et voir, oui. Prendre contact un petit peu avec la communauté là-bas, et puis également avec la communauté mélanésienne qui est installée là-bas en Martinique. Oui. Voilà, donc ça va être une première prise de contact pour préparer ce voyage. Alors ce voyage, comme on le disait, vous allez y participer. Oui. En juin 2016. C'est un peu un retour aux sources aussi. Donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de lancer un appel aux Mélanésiens qui sont métissés antillais de la région de Conception ou de Saint-Louis ou autres d'ailleurs, qui sont intéressés justement par ce passé commun, qui sont intéressés pour connaître un petit peu leur histoire et puis pour éventuellement participer à ce voyage. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser donc à Madame Gentiane Guillon au 77 39 56. Donc n'hésitez pas, pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Guillon au 77 39 56. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose en plus, Madame Nibécan ? Là, c'est une grande aventure, parce qu'on part déjà dans un pays qui est bien... Et puis, ça permettra aussi de montrer une bonne image de la tribu de Saint-Louis. Comme vous le saviez, la tribu de Saint-Louis, elle n'est pas très... Et puis, pour montrer aussi qu'on peut faire autre chose aussi à Saint-Louis que... Voilà, Saint-Louis, c'est pas que les caillages et les gendarmes, et voilà, et qu'il y a aussi des bons côtés, et qu'il y a des gens qui agissent au sein de Saint-Louis, des gens qui... Voilà, qui montrent la bonne... Qui participent aussi à la valorisation de la culture, et qui organisent des choses dans ce sens. Voilà. Et donc, vous préparez comment ce voyage ? Vous avez hâte ? Oui, j'ai hâte. Parce qu'autant, étant adolescente, j'étais dans un groupe antillais, je dansais dans un groupe antillais, et j'aime la musique antillaise. Donc ce sera l'occasion d'aller directement à la source. Là. Merci beaucoup Marlène d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Quant à nous, on passe à l'agenda du pays. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors hier, je vous ai présenté des événements de la Guadeloupe et de la Dominique. Aujourd'hui, on reste toujours aux Antilles et on va du côté de Sainte-Lucie à la découverte du festival de jazz. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ce festival de jazz ? Alors, figure-toi que ce festival de jazz est devenu l'un des événements les plus attendus dans les Caraïbes. Au mois de mai, toute l'île vibre au rythme du jazz pour célébrer les créations jazzy. Donc pendant 10 jours, on retrouve de nombreux jazzmen locaux et internationaux. D'accord. Alors est-ce que c'est un festival qui existe depuis longtemps ? Tout à fait, depuis 1991. Alors au départ, c'est un festival qui a été créé pour attirer les touristes. Puis au fil du temps, c'est devenu un festival incontournable des Antilles. On y vient pour écouter de la musique en plein air, c'est-à-dire on trouve du jazz acoustique, du jazz new age, de la fusion, du blues, du calypso et du R&B. Les Saint-Luciens sont très fiers
tu te doutes bien, de leur festival. Oui, donc après toutes ces années, ce festival a dû acquérir ses lettres de noblesse, j'imagine. Tout à fait. Donc, c'est un festival qui est considéré comme l'un des 3 meilleurs festivals donc, au monde. Les plus grands artistes donc, s'y sont produits, comme Kassav, George Benson, Herbie Hancock et bien d'autres. Et si le jazz donc, fait des émules du côté de Sainte-Lucie, il se trouve qu'en République dominicaine, c'est le merengue qui séduit. Ah bon? Il existe un événement uniquement dédié au merengue? Tout à fait. Figure-toi qu'il y a un événement qui est dédié totalement à cette danse. Donc, le festival du merengue a lieu tous les ans, donc au mois de juillet, à Saint-Domingue, qui est la capitale. Donc, pendant toute une semaine, les visiteurs donc, dansent au rythme du merengue. À l'occasion, donc c'est un déchaînement donc, de musique qui déferle donc, dans toute la capitale. Donc, on danse, on mange des plats donc, de là-bas et on peut même en profiter pour faire son marché. Non, bah, ça doit être sympa, hein, ça doit être une ambiance assez conviviale. Tout à fait, on devrait y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Allez, c'est parti, nos prochaines vacances. Exactement. Donc, comme à Saint-Domingue, donc on aime bien la musique, tu te doutes bien. Donc, un autre festival donc, est mis à l'honneur. Donc, il a lieu en octobre. Alors, cette fois, c'est quelle musique qui est mise à l'honneur? La musique latine. Donc, pendant 3 jours, cette musique donc, prédomine à l'occasion du festival Presidente de Música Latina. Merci Stéphanie, avec l'accent, s'il vous plaît. Gracias. Donc, merci pour cette petite escapade musicale caribéenne. Et on revient maintenant au pays pour la suite de notre agenda avec quelques infos pratiques. On va d'abord du côté de Pointe-d'Imier. Alors, du côté de Pointe-d'Imier, il faut noter que les ramassages scolaires débuteront le 17 février. Les parents qui n'auraient pas encore eu le temps d'inscrire leurs enfants peuvent encore le faire jusqu'au jour de la rentrée, qui approche d'ailleurs, le 16. Voilà. Par contre, ce sera le dernier délai. En revanche, les parents qui sont déjà à jour dans leur inscription peuvent venir les récupérer, récupérer leur carte de bus directement, et la distribution a commencé depuis le mercredi 11 février. D'accord, et on rappelle également aux jeunes utilisateurs de la carte qu'il faut penser à la présenter au chauffeur dès que vous entrez dans le bus pour pouvoir bénéficier du transport. Et donc on reste dans le Nord, toujours à Pointe-d'Imier d'ailleurs. Oui, alors les adeptes de lecture seront ravis d'apprendre que le mercredi 25 février est organisée une vente de livres déclassés, c'est-à-dire des livres légèrement abîmés, de midi à 16h. Ça se passera à la médiathèque. D'accord, très bien. Maintenant, on se rend à Koné pour les inscriptions dans les écoles. Alors, sur Koné, pour les parents qui n'auraient pas encore effectué les démarches pour inscrire leurs enfants, donc à l'école, peuvent encore le faire. Donc, rendez-vous à la Villa Sap, à côté du Piteri. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 473 086 ou alors le 473 089. D'accord, j'espère que c'est bien noté. Et puis comme c'est la rentrée, les médiathèques rouvrent leurs portes aux horaires habituels. Oui, comme par exemple la médiathèque de Pointe-d'Imier. Donc les horaires sont les suivants. Donc du mardi et le jeudi de 9h à 11h, de midi à 17h, le mercredi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 17h et le samedi de 8h à midi. D'accord, très bien. Et on poursuit avec une info sur une coupure de courant du côté de Pueblo. Oui, alors là, nous sommes sur la côte Est toujours. Donc cette coupure concerne l'ensemble de la commune de Pueblo. Donc à partir du jeudi 19 février de 8h à 15h. Donc nous aurons, dans cette commune, il y aura donc une coupure du réseau. D'accord. Voilà, tout à fait. Et pour finir, on descend vers le sud, on va à Bourail. Oui, alors sur Bourail, donc il y a des travaux en ce moment qui vont durer un petit moment jusqu'au 15 février. Donc la circulation sur la route municipale 6 sera perturbée du lundi au samedi, donc de 6h à 17h, donc prudence sur la route. Donc on tenait à rappeler justement les consignes de sécurité, le port de la ceinture, les limitations de vitesse. Et comme nous entrons au week-end, donc faites attention quand même, ce n'est jamais de trop. Prudence. Pas d'alcool au volant et prudence sur la route. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces infos. Merci Chloé, merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end et prudence sur la route. Quant à nous, on rejoint Jamie, c'est sport, c'est tout de suite. Bonjour Jamie, on termine la semaine avec de l'athlétisme. Et bonjour Chloé, bonjour à tous. Avant de débuter cette chronique, toute la rédaction de NCTV se joint à moi pour rendre un hommage à Monique Guénon-Lozac. Monique Guénon-Lozac, c'est une grande dame que le monde associatif sportif
a perdu le 6 janvier dernier, décédée des suites d'une longue maladie. Monique, c'est une ancienne athlète ayant participé aux Jeux du Pacifique de 1966 et 1969. Monique Guenon-Lozach avait été élue en décembre 2011 à la présidence de la Ligue de Nouvelle-Calédonie d'athlétisme. Compétences et disponibilité ont fait de Monique la personnalité incontournable et la cheville ouvrière de la LNCA. D'accord, alors qu'en est-il justement de l'athlétisme du pays? Alors l'athlétisme du pays, je dirais qu'un club pourrait à lui seul résumer l'histoire de l'athlétisme de Nouvelle-Calédonie, du pays, de ses moments forts comme ses périodes de disette. Alors c'est le club de la JSVDT, la jeunesse sportive de la Vallée du Tir, la section athlétisme pour être précis. L'an dernier, cette section célébrait d'ailleurs ses 40 années d'existence qui a été fondée en mars 1974. Alors cette section, la section athlétisme de la JSVDT, il faut dire qu'elle émane d'un seul homme et c'est un grand homme qui est Alain Lazare, un homme au grand parcours sportif, au grand palmarès qui collectionne, je dirais, les exploits, connu comme coureur de fond, tout particulièrement de marathonien. Alors pour le palmarès, on va vous citer quelques grands exploits qu'il a réalisés. Il a été champion de France de marathon à 2 reprises, en 1983 et en 1986. Il a été appelé 6 fois en sélection en équipe de France entre 1984 et 1986, toujours la même période. Et puis bon, pour faire court, l'autre grande médaille, l'autre grand exploit qu'il a réalisé, c'est justement qu'il a ramené la médaille de bronze ici en Nouvelle-Calédonie, une médaille qu'il a récupérée durant la Coupe du Monde de marathon. Et ça, c'était en 1988. C'est Alain Lazare. Et puis Alain Lazare, voilà, c'est aussi le créateur de la section athlétisme de la JS Vallée du Tir. Ici, l'athlétisme, l'histoire, elle est liée aussi au début de Alain Lazare, puisque pour la petite histoire, Chloé, allez, je fais un peu mon historien. Alain Lazare, à l'époque, c'était un joueur de foot, c'était un footballeur. Il évoluait sous les couleurs de la JS Vallée du Tir. Et le jour où le club a gagné la Coupe de Calédonie, le président ou le directeur de l'époque du CTOS lui a remis le trophée en lui glissant gentiment dans l'oreille. Mais Monsieur Lazare, qu'est-ce que tu fais au football? Toi, tu es un marathonien. Donc du coup, voilà. Et puis lui, il avait en ligne de mire les Jeux d'APA, les Jeux du Pacifique. Et comme il voulait à tout prix, donc il s'est dit, peut-être que là, l'athlétisme va me donner l'opportunité de participer à ces Jeux olympiques. Donc du coup, il n'a pas voulu signer dans un autre club, mais toujours dans son club de cœur, qui est la JS Vallée du Tir. C'est là qu'il a commencé à créer, qu'il a mis en place, qu'il a créé la section athlétisme. Puis bon, voilà, depuis maintenant, Alain Lazare, les exploits que l'on va retenir de lui, c'est plus en athlétisme et moins en football. Donc voilà, l'histoire, c'est après, à partir de là, dès qu'il a commencé à défendre les couleurs du pays dans les Jeux du Pacifique, mais également en métropole, on va dire que c'est là que l'athlétisme calédonien a connu un grand développement et puis s'est développé en attirant de plus en plus de licenciés, comme on le disait dans les autres chroniques précédentes, mercredi. Quand tu as un bon leader, quand tu as une personnalité forte dans une discipline qui arrive à ramener des médailles, je veux dire, c'est bénéfique après parce que ça incite les autres derrière à vouloir faire pareil et rentrer dans l'athlétisme. C'est pour ça que voilà, Alain Lazare et l'athlétisme calédonien, on va dire que c'est la référence. C'est vrai que lorsqu'on parle d'athlétisme ici en Nouvelle-Calédonie, le nom d'Alain Lazare est souvent évoqué. Alors, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de cette époque? Parce qu'il en pleuvait des médailles à cette époque-là. Alors, sous l'ère Lazare, on va dire que la Calédonie aux Jeux du Pacifique faisait peur aux homologues de la région. La seule fois où la Calédonie n'a pas pu ramener de médailles durant cette période, c'était sur Tahiti. Tout simplement parce que là, Alain Lazare et son compatriote de la JSVDT, que je ne pourrais pas dire le nom, veuillez m'excuser monsieur, petit trop de mémoire, mais voilà, il va se reconnaître, ils ont eu des petits soucis avec on va dire, la Ligue d'athlétisme, mais également, on va dire avec le monde de l'athlétisme calédonien. Donc du coup, une fois qu'il a ramené sa médaille, il a tout simplement décidé d'arrêter. Et puis, c'est vrai que durant cette période-là, entre 84 et 86, là où, à partir de 74, là, la Nouvelle-Calédonie, elle faisait peur avec, je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo où on le voit au 100 mètres, ou je ne sais plus, il nous a surpris avec ce grand sprint-là, la ligne d'arrivée, mais vraiment, il a surpris tout le monde parce que c'est quelqu'un qui arrivait du football, puis on ne s'attendait pas à le voir dans cet état-là. Dans les hautes sphères. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une grande figure.
D'accord. Et pour les minima, elles ont déjà commencé. Alors, on peut expliquer peut-être ce que c'est les minima rapidement? Alors oui, vite fait, les minima, en fait, c'est à chaque discipline en athlétisme, tu as le lancer de marteau, pardon, et le lancer de javelot ou le saut en longueur ou en hauteur. À chaque discipline, varie plutôt les minima. Donc les minima, en l'occurrence pour le 100 mètres, je prends un exemple. Là, le 100 mètres, les minima, enfin le temps qui sera retenu, qu'il faudra atteindre pour pouvoir participer, pour pouvoir dire que tu as réussi tes minima, c'est le temps référence, c'est le temps de NC 2011 là, durant les derniers Jeux du Pacifique. Voilà, la médaille d'or, le temps qui a été réalisé durant NC 2011, c'est ce temps-là que les Calédoniens qu'il faudra égaler ou dépasser. Donc voilà, c'est un temps de médaille d'or. Et puis bon, à chaque compétition, il y a les compétiteurs, les athlètes, pardon, ont la possibilité de réaliser les minima. Et puis s'ils arrivent, je ne sais pas, dans une compétition ce week-end ou le mois prochain au stade de Magenta, s'ils arrivent à égaler le record, enfin pas le record plutôt, mais la performance effectuée durant les derniers Jeux voilà. Ils sont sélectionnés d'office. Ils sont sélectionnés d'office, on va dire qu'ils ont eu leur minima. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc pour répondre, ils ont commencé là. Voilà, les minima ils ont déjà commencé. Il y a déjà 2 compétitions qui se sont déroulées. Et puis voilà, je le répète, c'est une occasion pour les athlètes de pouvoir prétendre une place en équipe nationale, on va dire en équipe nationale. En sélection calédonienne, voilà. Donc toujours pour les Jeux du Pacifique. Et puis des athlètes comme Lucie Turpin, elle c'est pour le saut en haie, voilà. Donc elle a déjà effectué ses minima, mais elle c'est plus des minima de catégorie B. Parce qu'encore une fois, là dans les minima, tu as la catégorie A qui est l'équivalent du temps effectué pour la médaille d'or. Et la catégorie B, on va dire que tu te situes toujours par rapport aux références de NC 2011, tu te situes à la 4e place. Donc voilà, on se dit que il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel et qu'il y a moyen qu'elle peut accrocher, avoir une place sur le podium. Donc en ce qui concerne Lucie Turpin, elle a eu ses minima. Et puis tu en as d'autres encore qui sont en pleine préparation ou qui sont en train qui font tout pour participer, qui participent aux compétitions du pays jusqu'au Jeu du Pacifique pour tenter de réaliser ces minima. Puis on peut citer le cas de Frédéric Hérin. Donc Frédéric Hérin qui a été champion de France en 2012 de saut en longueur. C'est une personnalité également de l'athlétisme calédonien que l'on ne présente plus. Si ce n'est de dire qu'il est en train de reprendre ses entraînements suite à une longue blessure. Il est en train de prendre tout doucement ses entraînements, sa préparation physique, avant de pouvoir commencer à effectuer des sauts à l'entraînement. Il arrive tout doucement, mais toujours en ligne de mire PNJ 2015. Donc je vous propose à vous de voir ce reportage, des images signées Lou Lourde, qui pour nous l'a rencontré. C'était toujours durant une séance d'entraînement. On regarde. J'ai commencé l'athlétisme en 1996 et c'est en 1990 que je me suis mis au saut en longueur. À un moment donné, je voulais un changement. C'est que le saut en hauteur, je ne progressais plus et j'ai besoin de m'épanouir. Donc je me suis dit, je change de discipline pour pouvoir progresser. C'est une discipline qui m'a attiré et c'est la gestuelle dans les airs. Pour moi, c'est la beauté du geste. C'est un instant unique qui nous procure cette sensation de sauter. Surtout quand on voit en slow motion tous les gestes décortiqués. Franchement, ça, j'adore. C'est surtout l'impulsion. L'impulsion, puis après le reste du geste, le déroulé dans les airs pour à la fin le ramener. Le ramener, c'est quand on ramène tout le corps vers l'avant, qui nous permet de gagner quelques centimètres, qui sont très importants, c'est sûr. Donc, je m'entraîne 6 fois par semaine. Donc mes séances d'entraînement sont déjà la course d'élan. Donc comme la réussite du saut, c'est 60% de la course. Donc je m'entraîne énormément à la vitesse. Ensuite vient la musculation. Donc c'est assez spécifique. Il faut vraiment travailler chaque muscle correctement. Faire progresser davantage les fibres rapides du muscle. Ensuite vient la gestuelle. La gestuelle, c'est l'impulsion, c'est le dérouler dans les airs et le ramener.
Voilà, on va dire tout le reste, à part la vitesse, le reste c'est 30% de la réussite du saut, qu'il ne faut pas négliger. Ouais, j'ai arrêté 1 an et demi l'athlétisme à cause d'un souci physique. Donc pendant ce temps, j'ai eu le temps de mûrir, de longtemps réfléchir à ce que je ferais si je reprenais l'athlé ou si j'arrêtais complètement. J'ai besoin de me retirer, d'être à l'écart un peu de tout. Je faisais plus rien du tout. Et arrivé un beau jour, je me suis dit allez, je reprends. Je reviens sur la piste et je reviens avec la rage, envie de gagner. Le chemin doit venir déjà de soi-même. Il y a beaucoup de gens qui me disaient reviens, on a besoin de toi. Les jeunes veulent quelqu'un comme toi pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir progresser. Mais le chemin vient de l'athlète, surtout un athlète de haut niveau, et il doit venir de lui-même. C'est vraiment une super sensation de liberté, d'être dans les airs, de défier les lois de la pesanteur. Et un beau saut, parfois on peut le ressentir, parfois non. On est souvent surpris de ce qu'on peut faire, on va dire, sur le stade. Et c'est juste en retombant, on remarque environ où est-ce qu'on est tombé, qu'on peut voir à peu près à quelle distance on est retombé. Donc là, l'extase, fier de ce qu'on a accompli. Bon, on regarde surtout si le saut était validé, quoi, si on n'a pas mordu à la planche, quoi. Si le saut est raté, bon, c'est la grosse déception. C'est vrai que dans la course d'élan, on entend les gens. On entend les gens applaudir et tout. Mais dès qu'on donne l'impulsion, ça y est, tout s'arrête autour de nous. Ça dure simplement 1 seconde, mais cette seconde-là, elle dure énormément longtemps parce qu'il y a tellement de gestes à faire qu'il faut, on va dire, vraiment se concentrer. Donc là, on fait le vide autour de nous à partir de cet instant-là pour pouvoir être à 100% de nos actions. En Calédonie, c'est un petit peu plus compliqué. C'est dur parce qu'on est livré assez souvent à nous-mêmes, malgré qu'on soit quand même aidé des dirigeants sportifs en Calédonie. Mais nous sommes bien loin du même climat d'athlètes de haut niveau en métropole. L'athlète en métropole, lui, il va se soucier que de s'entraîner. On met tout en place, on va dire, pour faciliter ses entraînements, afin que psychologiquement, il soit bien mieux préparé. Donc un bon conseil pour être un sportif de haut niveau, une personne qui pourrait gagner, c'est la persévérance et croire en soi. Pour les jeunes cliniques. Faire part de mes expériences, dans plusieurs compétitions, équipe de Calédonie, équipe de France, tous mes vécus, voilà, faire partager à la nouvelle génération. Et je sais que quand je partirai, ben voilà, j'aurai fait mon action et voilà, je suis là pour eux, pour les aider, pour les épauler. Et moi, ce que j'aime, c'est l'athlé. Pour le moment, voilà, c'est mon étape, c'est l'athlétisme que j'aime. J'ai envie de m'épanouir dedans, donc je suis sur la fin. Il me reste encore 1 an et demi d'athlétisme, donc je profite et après, on verra ce que la vie m'offre plus tard. Donc qui dit amateur dit obligé de travailler à côté. Tout à fait. Et lui avec ses horaires de travail, donc c'est pas évident pour lui de pouvoir suivre des entraînements régulièrement et de suivre un rythme assez, comment on va dire ça, assez cadencé pour être au top et puis pour pouvoir reprendre les compétitions comme l'a fait la plupart de ses collègues, la plupart de ses coéquipiers. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé, on va dire, un peu en retard, mais bon, on compte sur lui pour d'ici 2-3 semaines, ça y est, rattraper la le machine retard. elle peut être relancée vite fait, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que la Ligue fait justement pour faciliter le quotidien de ces athlètes? Alors, en ce qui concerne le cas de Frédéric Hérin, il y a un courrier qui a été rédigé auprès du ministère de la Justice, sachant qu'il travaille, il est gardien de prison au camp Est. Donc du coup, voilà, c'est pas évident, tu travailles le soir, tu travailles le matin, l'après-midi, enfin c'est assez spécial. C'est pas comme si tu étais
athlète professionnel. Là, donc du coup, lui, un courrier a été rédigé par la Ligue, par le président par intérim, M. Marquez. C'est M. Marquez qui nous en parlait d'ailleurs en plateau. Voilà, c'est ça. Lorsqu'il il est passé en tant qu'invité, et il a bien dit qu'ils essaient d'aménager des horaires justement pour faciliter le quotidien. Voilà. Alors il y a un courrier qui a été rédigé, mais il n'a toujours pas eu de réponse. Alors dedans, ce courrier, il demandait à ce que Frédéric Hérin puisse travailler uniquement le matin et l'après-midi, qu'il soit libre justement pour suivre des séances, pour s'entraîner tous les après-midi, du moins jusqu'à PNJ 2015. Donc voilà, il y a ça qui a été fait, mais il y a aussi en France, en métropole, tu as des sportifs comme Frédéric Hérin, qui sont professionnels et qui, eux, bénéficient de postes aménagés. Prenons le cas de certains fonctionnaires qui sont aussi athlètes. Ils ont des postes aménagés, donc du coup, qui ont été mis en place, qui ont été créés par l'État, tout simplement. Donc, ils travaillent le matin et l'après-midi, ils vont s'entraîner. On peut dire que ce sont des sportifs professionnels puisqu'ils ont des horaires aménagés justement pour que les entraînements ils soient là, pour qu'ils soient assidus aux entraînements. Et puis en même temps, c'est une autre forme de, comment on va dire ça, c'est l'État en fait, c'est une autre forme de reconnaissance de l'État vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que voilà, on est bien fiers de les voir revenir, de porter haut et fort les couleurs du pays. C'est une autre forme de patriotisme. Mais donc du coup, voilà, par reconnaissance, l'État leur propose des postes aménagés. C'est ce qui se fait en France. Ici, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais bon, peut-être qu'avec cette chronique, on va pouvoir faire avancer les choses, puis interpeller nos collectivités. Et puis après, ici, faut savoir que la plupart des sportifs de haut niveau sont inscrits sur les listes d'excellence. Alors la liste d'excellence, c'est une liste où tous les athlètes inscrits, comme Frédéric Hérin ou Goyard pour la planche à voile, les meilleurs dans leur discipline. Les meilleurs dans leur discipline, ceux qui ont participé au championnat de France, qui ont effectué de belles performances. Donc ces personnes-là, ces athlètes, le fait qu'ils soient inscrits sur la liste d'excellence, ils bénéficient d'un suivi santé gratuit. Les équipements sont pris en charge, ils bénéficient d'aides financières. Et puis tu as aussi, par exemple, quand on part pour une compétition, si l'employeur, si le directeur, si l'athlète n'a plus de congé et que l'employeur ne peut plus lui donner de congé, il peut partir le temps de cette compétition et il sera payé par la Ligue et indirectement par le territoire. Ça, c'est le fait si tu es inscrit sur la liste d'excellence. D'accord, oui, il faut quand même être inscrit et faire partie des meilleurs. Encore une fois, il faut faire partie des meilleurs. Et puis après, c'est normal. Selon la performance. Alors, quel est le prochain objectif de l'athlétisme calédonien pour cette année? Alors, le prochain objectif, outre PNJ 2015 et puis toutes les compétitions qui vont pouvoir permettre aux athlètes de pouvoir effectuer leur minima, il y a un objectif majeur. L'objectif principal de la Ligue, c'est de pouvoir relancer un club d'athlétisme sur l'IFU, sachant que l'athlétisme est implanté sur le nord et en province sud, mais pas encore sur l'IFU. Donc voilà, toujours dans le but de développer cette discipline, ils vont tenter cette année de relancer, de remettre en place un club qui existait, mais après qui est parti en sommet et qui donc là essaie de se réveiller. C'est l'association sportive des stades insulaires, c'est l'ASI. Donc c'est par l'intermédiaire de Thierry Chibonne, Philippe Haoukas ou encore Paul Zangon, donc des personnes qui font le bonheur de l'athlétisme ici ou dans la région. Donc ils vont tenter de relancer la section athlétisme ici, plutôt dans les îles, notamment sur l'IFU, et avec un stade flambant neuf qui est placé sur Nassé, bien équipé, avec des bénévoles motivés et puis surtout un bon vivier de sprinteurs et de lanceurs. Ça, c'est un ingrédient important. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que le 13e club d'athlétisme du pays puisse être formé pour le plus grand bonheur des jeunes qui font de l'athlétisme sur les îles et qui n'ont pas les moyens de pouvoir en pratiquer. Et la bonne nouvelle, c'est que les athlètes ils n'auront plus besoin en fait, de venir sur Nouméa pour s'entraîner. Ils pourront s'entraîner directement à l'IFU. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Je ne sais pas après si c'est pour les athlètes ou c'est pour le portefeuille de l'État. Mais bon, ils ont rigolé. Merci beaucoup, Jamie. Merci. Merci, Chloé. Et puis merci à tous. Quant à nous, on s'occupe de vous avec Anna. C'est tout de suite.
Bonjour Anna, nous terminons cette semaine avec nos seniors et cette fois-ci, nous allons visiter une résidence qui avait le jour récemment, la résidence Les Orchidées. C'est un lieu de vie pour personnes âgées autonomes et tout ça dans un cadre idéal. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Hier, nous parlions donc de la maladie d'Alzheimer et nous avons vu donc que les personnes atteintes sont complètement dépendantes. Donc, elle ne peut pas vivre seule, il faut une surveillance constante. Cette fois, donc, un autre registre, nous restons avec les seniors, mais cette fois, ce sont des personnes donc autonomes. Et puis, il faut quand même signaler que même si elles sont autonomes, c'est pas évident quand on est âgé, donc de se déplacer, d'aller rencontrer des amis, de se promener. Voilà. La solitude, en fait, c'est vraiment la pire des choses. Voilà, et donc avec ce genre de résidence, il n'y aura plus de problème d'isolement. Hein, c'est un peu comme une grande famille. Est-ce qu'il y a d'autres résidences de ce type? Oui, il en existe d'autres. En fait, celle-là, elle a été mise en place par la SIC. Alors, on connaît bien la SIC en Nouvelle-Calédonie. C'est la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie. Et donc, elle a mis en place aussi la résidence des Cerisiers Bleus, donc, qui est bien connue aussi, et qui accueille des personnes autonomes, mais aussi des personnes dépendantes. Donc, la SIC, qu'est-ce que c'est? C'est une société anonyme d'économie mixte, donc, qui a été fondée quand même en 1988 et qui gère quand même un parc immobilier assez conséquent, qui concerne quand même près de 10 000 logements. Et chaque année, eh bien, il livre plus de 400 logements quand même. Donc, ça fait 15% de 15% de la population calédonienne donc, qui est logée par la SIC. Ça fait un Nouméen sur 4. D'accord. Et puis, il y a d'autres structures également qui accueillent donc, les personnes âgées. Donc, on ne va pas toutes les citer, hein, mais si vous désirez avoir des renseignements et si vous êtes à Nouméa, vous pouvez contacter le CCAS, le Centre communal d'action sociale, et on vous donnera les numéros de téléphone tout à l'heure. Tout à fait, on verra ça à la fin. Et puis, donc, il y a des personnes âgées qui préfèrent rester chez elles, tout simplement. Elles préfèrent rester à la maison. Eh bien, elles peuvent être aidées aussi. Elles ne sont pas oubliées, ces personnes-là, puisqu'elles ont la possibilité d'être aidées dans les actes de la vie quotidienne, pour préparer la cuisine, par exemple, aller faire ses courses, ou même trier tous ces papiers. Donc, la paperasse, c'est pas évident, hein, des fois. Donc, elles peuvent avoir de l'aide. Et puis, pour les personnes qui sont sur Nouméa, il y a aussi des structures associatives ou privées, donc, qui proposent donc les services des auxiliaires de vie sociale, les AVS. Donc, on a fait déjà des reportages sur ces dames-là. Je dis ces dames parce que c'est la majorité, ce sont des dames. Donc, ces AVS, elles viennent donc à domicile apporter de l'aide donc dans la vie courante, tout simplement. Je disais faire les courses, ça peut être aussi des petits soins d'hygiène sommaire, la toilette, voilà. Puis ça fait une compagnie. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de solitude, d'isolement. Donc avec ces AVS qui viennent aider dans les tâches ménagères, mais ça fait aussi quand même du lien humain. Tout à fait. Et voilà, ça fait de la compagnie. Voilà. Donc, pour avoir des informations sur la possibilité donc, de bénéficier de ces AVS, il faut contacter donc, le CCAS pour celles qui sont les personnes sur Nouméa ou donc, les assistantes sociales qui peuvent aussi renseigner, informer. D'accord. Et voilà, pour les autres communes, autres que Nouméa, celles qui ont le CCAS dans leur commune, donc, passe par là. Sinon, pour le reste du territoire, donc les assistantes sociales aussi peuvent aider. D'accord. Est-ce qu'il y a des structures d'accueil partout sur le territoire? Dans le Nord, il n'y a pas de structure véritable, on va dire, de maison de retraite ou de foyer pour personnes âgées. Mais c'est en projet, ça va venir. Mais il existe quand même des petites structures, hein, c'est familial, on va dire, des familles d'accueil. Voilà, c'est des familles d'accueil pour personnes âgées. Dans le Nord, elles sont situées à Koumak. Il y en a 3, mais qui sont sur Koumak. Donc, si des personnes sont intéressées, contacter la mairie de Koumak. On peut lancer un petit appel. Voilà, et puis on en profite justement, Chloé, pour lancer un appel aux volontaires. Il y a un réel besoin. Donc, voilà, des familles d'accueil pour les personnes âgées. Donc, on lance l'appel. Voilà. Et j'espère que ça sera entendu. Et puis, je parlais tout à l'heure des AVS, donc les aides à domicile. Donc, dans le Nord, ça existe aussi. Hein. C'est géré par 2 associations principales, donc qui sont Fleurs de Vie, qui est basée à Koné, et puis il y a aussi la Fédération Alliage, qui est aussi à Koné. Donc, les personnes intéressées qui veulent avoir des renseignements, des informations,
contacter encore une fois donc, la mairie de Koné ou directement ces associations ou encore l'assistante sociale du dispensaire de la commune, tout simplement. Et pour l'heure, Chloé, ça te dirait d'aller visiter la résidence? Ah ben allez, on parle de la résidence des orchidées. C'est Diop Menongo qui a été filmé de ce côté-là, donc si tu veux bien, on regarde le reportage. La vocation de la résidence des orchidées est de veiller au bien-être et au confort des résidents et surtout de créer du lien social. Les personnes qu'on en accueille, c'est des personnes âgées à partir de 60 ans, être valides et autonomes. Et il doit, pour pouvoir bénéficier d'un logement dans la résidence, constituer un dossier auprès de la maison de l'habitat. Pour que le dossier soit accepté, il doit être validé par une commission d'attribution. Ensuite, le dossier est sur liste d'attente jusqu'à temps qu'on a un logement à lui proposer. Une personne âgée qui a des revenus à minimum vieillesse, par exemple, donc elle peut bénéficier d'une aide au loyer. Aujourd'hui, j'ai 110 résidents, donc toutes les communautés sont représentées au sein de la résidence. J'ai habité pendant 40 ans à Poumac et comme on était très peu d'Antillais, donc je suis venu ici pour les retrouver. Il m'est arrivé des trucs extraordinaires ici. Ce garçon-là qui est là, il a fallu que je vienne, que je sois ici pour le retrouver. Et nous avons été à l'école pendant... Oh, en 6e, nous étions ensemble en Martinique. En 6e, et je l'ai retrouvé ici, on s'est retrouvé ici. C'est pas une belle histoire, ça? Ouais. C'est lui qui va là-bas. Allez, on y va. Oh là 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 là. Oh, la chaleur, c'est pas possible. Bourgine, Boulot Paris. Boulot Paris. Mais Ben, c'est mon copain. Ben, ben oui. Ben, c'est mon neveu. Oui. Ah ouais. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire chaud. Moi, venez avec moi, venez avec moi. Tiens, j'ai du courrier. C'est pas une histoire. Ça, c'est le petit salon que tous les résidents d'ici l'ont. Ouais. Alors, quand il fait trop chaud, mais on vient là. Donc il y a 80 F1 et 20 F2. Donc les logements de typologie F1 sont occupés par une personne. Les F2 peuvent être occupés par un couple ou par une personne. Je vous ouvre, vous pouvez, la maison est propre. Ça y est, nous voilà. Je suis chez moi. Rentrez les gars. Merci. Là, voilà la cuisine. Alors ici, là c'est la salle de bain. Alors c'est ma plus grosse prise de Calédonie. Parce que je suis pêcheur avant tout. J'ai attrapé ce marlin dans la passe de Quindec. J'étais avec ce monsieur que vous voyez sur la photo. On a mis peut-être 2 heures pour le remonter. Alors ça c'est ma mémé, elle a 97 ans. J'ai mon petit jardin qui est là, allez voir. C'est mon avocatier que j'ai planté il y a 2 ans et demi. Des commodités sont mises à disposition auprès des résidents. Donc comme le restaurant, la laverie, une bibliothèque, une coiffeuse. À proximité de la résidence, il y a aussi un cabinet médical, une pharmacie, un supermarché. Donc tous ces services sont pratiques pour les résidents qui n'ont pas de moyens de locomotion. De nombreuses animations sont proposées dans nos espaces collectifs. Donc il y a de la gymnastique, de l'atelier mémoire, des initiations Skype et Internet, donc des chants,
couture, tressage, travaux manuels, jeux. Et puis donc de grandes festivités aussi en lieu tout au long de l'année, comme le bal du 14 juillet, la kermesse, la fête des voisins, la semaine bleue, Noël et le repas dansant de fin d'année. Et donc toutes ces animations favorisent la solidarité, le partage et la convivialité. Oui. C'est mon beau-frère. Eh ben, Ça, c'est la Calédonie. Bon, bah, le cadre est plutôt sympa. En tout cas, tout est pensé pour que nos seniors se sentent bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, je crois que beaucoup, après avoir vu ce sujet, beaucoup voudront avoir des renseignements. Est-ce que tu as des numéros à nous communiquer? Oui, Chloé, alors je parlais tout à l'heure du CCAS de Nouméa. Donc, pour avoir les infos, vous pouvez contacter au 27 07 86, le CCAS de Nouméa. Et puis, à savoir qu'il existe aussi un pôle gérontologique, donc qui peut être contacté au 25 58 00. Et ils ont un numéro vert, donc gratuit, qui est le 05 00 57. Et puis, on parlait hier du CHS de Nouville. Donc, le numéro, c'est le 24 36 36. Et puis, bon, pour les orchidées, c'est le 28 38 09. Je parlais des cerisiers bleus, le 28 65 73. Oui. Et pour la SIC, il faut savoir qu'ils ont aussi une antenne du côté du nord, à Coné. Donc, le numéro est le 28 06 44. Et puis, pour les gens, la population du Nord, qui veulent avoir, encore une fois, des informations, n'hésitez pas à contacter les assistantes sociales de votre commune. Donc, elles sont là pour vous aider, pour vous renseigner. N'hésitez pas à les contacter. Au dispensaire, c'est ça? Dans les dispensaires, ou vous pouvez aussi contacter les mairies. Elles peuvent aussi renseigner. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Anna. On te dit à la semaine prochaine et ce sera avec Élise. Merci Chloé d'avoir été là avec nous pendant toutes ces spéciales. Et puis on te dit bon week-end et on retrouve Élise lundi. Merci. Alors pour nous, on ne se quitte pas encore. Si vous voulez savoir quoi faire ce week-end, c'est maintenant Demandez le programme. Rebonjour Jamie, après la musique et les instruments traditionnels, c'est aujourd'hui au tour de la danse traditionnelle d'être à l'honneur dans Demander le programme. Voilà, rebonjour Chloé et puis rebonjour à tous. Donc on parle aujourd'hui de danse traditionnelle. Danse traditionnelle, c'est un terme très vague, me direz-vous. Et puis écoutez, vous avez raison, puisque le terme danse traditionnelle, c'est une expression utilisée pour réconcilier des termes très divers apparus au fil du temps comme danse nationale, danse folklorique, danse ethnique ou danse populaire. Donc un seul terme regroupant plusieurs notions. Mais aujourd'hui, on a choisi de parler de danse traditionnelle avec un groupe de personnes, une association, ses origines, donc une danse qui véhicule un ensemble de savoir-faire venant du passé. Tradition signifie action de livrer. Donc danse traditionnelle, c'est la transmission du savoir ancestral par la danse à travers les époques tout simplement. Mais avec la mondialisation, est-ce qu'il n'y a pas un danger justement de perdre cet héritage, ce patrimoine culturel? Tu as tout à fait raison, Chloé. Donc le danger de perdre ces danses traditionnelles, leur symbolique et la signification est bien réelle. Donc perdre ces danses, c'est rompre les liens avec son histoire et son identité. Alors quelles actions peuvent être menées pour les pérenniser, pour que ces danses puissent toujours exister? Eh bien écoutez, pas grand-chose. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. C'est triste. Si ce n'est de classer la danse sinon dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, je suppose que vous avez dû avoir la même idée que moi. C'est pas assez. Je veux dire, il ne suffit pas de classer la danse patrimoine mondial de l'UNESCO pour que cette danse puisse continuer à exister dans le temps. Donc le mieux, c'est de diffuser, partager et apprendre aux jeunes. C'est vraiment la meilleure méthode de pouvoir conserver les danses traditionnelles. Et puis c'est ce qui se fait d'ailleurs aux Antilles. Donc il y a des congrès qui sont organisés pour sensibiliser la population. Oui, d'ailleurs, le dernier s'est tenu en République dominicaine. C'était le 5e congrès. Voilà, les amateurs et les acteurs de la musique et de la danse se sont retrouvés pour partager leur savoir et leur expérience des danses traditionnelles. Et puis, ils ont été clairs que pour sauvegarder, il faut reconnaître. En effet, la reconnaissance des danses traditionnelles, c'est véritablement l'enjeu majeur de nos jours. Ils estiment que pour qu'une danse soit acceptée, il
il faut qu'elle soit reconnue. Et la reconnaissance, c'est reconnaître, c'est accepter l'histoire, c'est savoir, comprendre ce qui s'est passé derrière, pourquoi on a décidé cette danse. Et puis à partir du moment où il y a reconnaissance, derrière, tu as préservé. C'est comme une pièce, je ne sais pas, une statue ou un tableau. Tu as envie de préserver son histoire. L'homme, il disparaît, mais la valeur, la notion et la symbolique, elle continue toujours d'exister. Et c'est vraiment ce qui doit se faire. C'est vraiment la problématique qui a été évoquée durant le congrès qui s'est effectué dans les Antilles. D'accord, donc le plus important, c'est donc de préserver cet héritage culturel. Voilà. Donc ce sont par exemple des danses traditionnelles comme le quadrille, le mazurka ou encore la biguine. En effet, Chloé, donc, tu viens de citer ici de différentes danses traditionnelles antillaises. Et puis c'est ce qui fait, c'est ce qu'il faut savoir sur cet héritage culturel. Je vais arrêter de parler et puis je vous propose de laisser parler l'image. Regardez, découvrez ces différentes danses dans ce reportage. C'est tout de suite. La biguine est une danse sur des airs créoles et la biguine a été remise au goût du jour par le groupe Les Malavois il y a quelques années, dans les années 70 il me semble, par un apport de violon. Ce qui fait que ça donnait une autre tonalité à la biguine, danse des Antilles. Effectivement, la biguine s'est un petit peu rapprochée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Ce qui fait que c'est pour ça que beaucoup d'instruments avant ont été mis dans la biguine par rapport au jazz de la Nouvelle-Orléans. C'est une danse venue d'Europe et qui a été ensuite transformée par les musiciens antillais. C'est de la biguine, je dirais pas plus soft, mais qui se fait dans une salle avec un groupe de 4-5 personnes, 6 personnes, ça dépend. Voilà. L'essentiel, c'est d'être en couple. La mazurka est d'origine polonaise et elle a été introduite aux Antilles au XXe siècle. Je veux danser la nuit, on se rapproche de toi, une fleur qu'on peut cueillir. Je veux danser la nuit. C'est une musique particulière parce qu'elle se danse il y a deux formes sur la mazurka. Il y a le piqué et la nuit. Le piqué, c'est la partie la plus spectaculaire que l'on puisse avoir avec un couple de danseurs parce que ça se passe sur 3 temps. Il y a 3 temps à gauche, 3 temps au centre, 3 temps à droite. Et à un moment donné, la musique, toujours avec la clarinette ou le saxophone, s'arrête, disons, fait un piqué et le couple se met à faire un piqué. Et lorsqu'il y a une troupe de danse qui pique en même temps, eh ben, ça fait quelque chose de particulier à voir. Et la deuxième partie, c'est la nuit. Donc c'est la partie douce de la mazurka. Le couple, la danseuse pose sa tête gentiment sur l'épaule du danseur, comme si c'était la nuit. Effectivement, c'est pour ça qu'on l'appelle la nuit. Et ça représente un petit peu une valse, si on veut. Et c'est le côté un petit peu sentimental de la mazurka. Et juste après ce petit moment de nuit, tout de suite après reprend l'entrain de la musique avec encore du piqué. Voilà. La quadrille, musique complexée et métissée, jouée par des musiciens expérimentés. On y trouve une partie d'apport africain dans les mélodies et les rythmes. Mais la quadrille, c'est vrai, je dirais, ce sont 4. On peut la danser à 6, 8 danseurs et danseuses, mais au mieux, vaut mieux avoir 4 danseurs et 4 danseuses parce que c'est assez difficile à effectuer. Les mouvements et les gestes sont assez difficiles à effectuer. Donc il y a 2 danseurs et 2 danseuses de chaque côté et chacun avance au rythme de la musique. On se croise, on se donne la main,
on fait des ronds, on fait du carré, tout ça sur le rythme de la musique quadrillée. Voilà. Le quadrille, déjà les hommes ils ont un chapeau, on appelle ça, c'est pas un panama, mais ils ont un chapeau sur la tête. Et puis ils ont une tenue qui est totalement différente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un pantalon noir, une chemise blanche, un cordon autour de la taille. Ça c'est le côté danseur. Le côté danseuse, les femmes auront toujours une très belle robe, avec surtout de très très belles parures, parce que c'est surtout la parure qui fait le tout chez la femme antillaise. La mazurka, la biguine, la quadrille, ce sont toutes des danses d'origine européenne qui ont été ensuite adaptées à la culture antillaise. Et nous, au sein de notre association Les Balisiers, c'est une association qui date de 1989, donc elle a déjà quelques années. Cette association, elle a été faite dans le but de promouvoir et de garder notre culture, parce que quand on vit loin de son pays, il est nécessaire que cette culture soit pérenne. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Donc au début, cette association a été créée non seulement d'abord pour les enfants, les ados, et au bout d'un certain nombre d'années, les parents qui accompagnaient les enfants se sont pris au jeu et se sont dit pourquoi pas nous. Et donc de nos jours, maintenant l'association est composée en majorité d'adultes et de quelques enfants qui tournent autour de la danse que nous essayons de conserver. Voilà. Voilà, on rappelle les noms des différentes danses traditionnelles que vous venez de visionner dans ce reportage. Alors, il y a le quadrille, la mazurka et la biguine, mais on peut citer aussi le nom du ballet. Donc voilà, c'est une danse martiniquaise, attention, avec l'accent. On remercie Marie-Hélène quand même pour le petit coup de main. Donc c'est une pratique qui mêle danse, musique et conte, qui est portée par le dialogue entre les danseurs et les joueurs de tambour. Donc le ballet qui bénéficie, il faut savoir, actuellement d'un nouvel engouement dans l'Hexagone, mais également sur son île natale, qui est la Martinique. Grâce notamment au travail des associations. Voilà, un gros travail qui a été effectué par des associations, mais également par des personnes qui ont décidé de mener des études dans des écoles d'art en métropole. Oui. Et ils se sont penchés sur comment préserver une danse traditionnelle. Et en métropole, ils appellent ça une danse folklorique. Voilà. Et pour désigner nos danses à nos traditionnelles, le terme moderne, contemporain, on va dire ça comme ça, ils ont mis danse folklorique. Alors grâce à des étudiants qui ont décidé de se lancer dans une campagne de préservation, de sensibilisation de la danse traditionnelle qui fait leur culture, leur identité, ils ont pu revenir avec cette motivation, ils ont contaminé, on va dire ça comme ça, la communauté martiniquaise, antillaise en métropole, mais aussi les frères et les sœurs du pays en Martinique. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, et puis c'est une autre forme on va dire, c'est un combat, une autre forme de combat, parce que ils sont partis de rien, c'est juste, ils ont juste respecté leurs convictions, ils ont voulu mener ce combat contre la mondialisation et puis tous ces nouvelles influences, avec tous ces nouveaux styles qui apparaissent, tous ces nouveaux styles de danse. Eux, ils ont décidé de préserver le ballet. Et puis donc maintenant, le ballet, il connaît un nouvel engouement. Et encore une fois, je répète, c'est tant mieux. Et puis bravo encore à ces jeunes étudiants martiniquais. Très bien. Et alors on termine, pardon, oui, voilà. Excuse-moi Chloé, tu parlais tout à l'heure du travail des associations. C'est un peu le cas aussi ici en Nouvelle-Calédonie. Tu as pas mal d'associations et ça, on le voit durant les journées, on va dire, lorsqu'il y a des journées communautaires qui sont organisées ici sur tout le territoire, où tu as toutes les communautés vietnamiennes, indonésiennes, wallisiennes, tahitiennes, futuniennes et kanak qui se retrouvent, et aussi les communautés antillaises et les associations martiniquaises qui dansent le ballet. Tu vois qu'il y a un gros travail, parce que quand tu t'aperçois que dans les rangs, dans la danse, il y a différentes générations qui se côtoient, où tu as des mamans avec les enfants, tu as plusieurs générations au sein même de cette danse. Tu te dis que là, le savoir, il est partagé. Et il est transmis. Voilà, il est transmis, puis c'est rassurant, ça. Tu te dis que quand tu vois la petite danser ou le petit garçon faire le suamako ou danser le pilou pour
pour les danses traditionnelles kanak, ça te fait quand même un petit baume au cœur parce que voilà, tu sais que la relève elle est assurée, tu sais que derrière le travail que tu es en train d'entreprendre en ce moment, sachant que c'est difficile déjà avec encore une fois la mondialisation, tu dis que bon ben voilà, on laisse l'héritage pour nos petits frères et nos petites sœurs et à eux après de continuer. Et puis ça encore une fois, on a beau dire qu'il faut inscrire les danses dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais si on l'inscrit, cette danse, et puis qu'il n'y a personne pour la mettre en pratique et puis transmettre ce savoir, eh ben, ce classement, il va rester dans les papiers et puis il ne sert à rien. Donc le mieux, c'est pour préserver, organiser des congrès, comme ça s'est fait là pour le 5e congrès, pardon, aux Antilles. Et tu vas me rappeler le nom de l'île où le congrès a été effectué en République dominicaine. Voilà. Et là, tout le travail qui a été fait, on fait un congrès, pas que pour faire un congrès, pour se retrouver et discuter entre nous, acteurs de la musique et des danses traditionnelles. Non, c'est juste pour apporter une certaine forme de visibilité, pour montrer qu'on est là, qu'il y a des personnes qui préservent la culture, qui agissent pour préserver l'identité culturelle. Et puis ben voilà, après, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup d'indépendance, on parle beaucoup de mondialisation, d'émancipation, mais je pense que la plus belle forme d'indépendance, pour ça ne regarde que moi, c'est de préserver la culture. Il y a un conférencier qui disait au congrès, je ne vais pas citer le nom, il parlait de cette nouvelle indépendance, ce nouveau visage. La meilleure indépendance, c'est de préserver sa culture, son identité. Parce que là, personne ne pourra venir parler à ta place de ta propre culture. Et là, à partir du moment où personne ne peut venir parler de ta propre culture, c'est là où tu te dis, ben, tu as réussi. Mais après, le danger, c'est de ne pas tomber dans le fait de préserver son identité et puis de la transmettre encore au sein même de la communauté. Non. Là, le pari, c'est de préserver, mais après, il faut s'ouvrir. Et puis, tu as un partage qui est effectué là-dessus. Et puis, ben, grâce au spécial que l'on effectue là, durant les vacances avec la quotidienne, on s'aperçoit que, eh ben, on a des différences. Au niveau des communautés, on a pas mal de différences. Mais si on regarde bien au fond de toutes ces différences-là, ben, on a des bases communes, on a des valeurs communes entre nous, océaniens, entre nous, les gens du Pacifique, mais également entre nous. Les gens des îles aussi en général. Entre nous, les gens des îles. Puis au final, on se rejoint. Et quand tu connais les différences de l'autre, c'est, comme on dit, moins de jugement, moins de préjugés, et puis c'est plus d'acceptation. C'est ça qui est magique. Donc moi, voilà, j'étais ravi j'étais content de présenter cette chronique. Et puis je vais insister sur le fait que ben, n'hésitez pas à vous lancer dans le milieu associatif. Il n'y a que ça qui pourra préserver notre identité, notre culture, puis pas mal d'échanges, continuer à partager et puis de transmettre ce savoir-là que nos parents nous ont transmis. Et que ben voilà, nous, on se doit de transmettre. On a de la chance d'avoir une culture, on a de la chance d'avoir, on va dire, cette tradition-là, de pouvoir danser, tu sais, parce que c'est symbolique derrière. Enfin, là, je commence à rentrer dans une rubrique, c'est bien de chez nous, je commence à empiéter le terrain du collègue Djouk Menango. Mais on a bien compris le message. Voilà. Et puis, quoi de mieux pour préserver une culture que de la faire vivre. Que de la faire vivre, voilà, comme tu dis. Et puis, ben, le partage, c'est très important. D'ailleurs, voilà, en parlant de partage, tu as une artiste martiniquaise. Donc, voilà, j'ai le plaisir, encore une fois, ça a déjà été annoncé dans l'agenda, mais également dans de modèles programmes. Il y a une artiste peintre martiniquaise, elle s'appelle Bambou, c'est son nom d'artiste, donc, qui présente actuellement l'étoile inspirée par son voyage en Nouvelle-Calédonie, ici en 2014. L'exposition s'intitule « Carnet de voyage ». Kanak, donc elle est actuellement visible à la bibliothèque Scholcher de Fort-de-France, donc c'est au Martinique. Donc le vernissage a eu lieu le 6 février. Et puis bon, ben voilà, elle est visible, donc n'hésitez pas. Jusqu'au 27 février. Jusqu'au 27 février. C'est une autre forme de partage. Puis c'est là que tu te dis, ben, c'est magnifique, mais moi j'ai envie d'aller voir cette exposition et je me demande j'ai envie de voir la perception, sa vision des choses, comment elle était venue pour les vacances, comment elle a vécu son passage ici en Nouvelle-Calédonie. On en avait parlé l'année dernière, elle avait d'ailleurs exposé à Lifou, elle s'était rendue à Lifou, donc sur la culture martiniquaise, elle avait partagé donc sa culture avec les Calédoniens et les gens de Lifou en particulier, et donc maintenant elle fait le voyage inverse, c'est-à-dire de retour dans son pays, elle parle de la culture calédonienne. Voilà, c'est ça, et c'est ça qui est magique, tu vois, il y a les différences, mais si elle a décidé de présenter ça, c'est que voilà, d'un autre côté, elle se retrouve. Elle se retrouve dans cette culture qui est le simple fait qu'elle soit venue ici pour les vacances. Elle se retrouve dans cette culture et puis on peut dire que c'est la sienne aussi de culture. Donc voilà, c'est pour ça j'insiste sur la culture et sur les danses traditionnelles.
Bon, j'interdis pas de... En même temps, je suis mal passé pour vous interdire de danser. Ouais, dansez ce que vous voulez, écoutez ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, la culture, c'est vraiment... comme on dit, pour avancer, c'est comme une voiture, pour avancer, on regarde dans le rétro derrière. Si voilà, le rétro derrière, c'est le passé qui te permet d'avancer. Je crois que j'ai assez parlé. Ouais, c'est beau ce que tu dis, Jamie. Merci beaucoup en tout cas, merci Jamie. Avec plaisir Chloé, et puis merci à tous, merci de m'avoir écouté surtout. Et nous on retrouve Mara pour La Science et nous, c'est tout de suite. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Aujourd'hui, je déroge un peu à la règle puisque j'ai choisi de m'intéresser à la Guyane qui entretient des relations importantes avec les Antilles françaises et qui borde la mer des Antilles. Les associations locales nous ont dit qu'on pouvait considérer que le pays faisait partie des Antilles de par sa position géographique. Bon, ça me pose pas de problème. Moi, je veux bien aller en Guyane. Hein. Alors, de quoi tu vas nous parler là-bas? De mes prochaines vacances. Ah. Oui, en fait, après avoir fait mes recherches sur le sujet, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Ça a l'air vraiment incroyable, au moins une fois, disons, pour voir ce que ça donne. En particulier, le parc amazonien de Guyane. C'est vrai qu'il y a une petite partie, une partie de la forêt amazonienne qui se trouve donc en Guyane. Oui. Alors, c'est quoi ce parc? Alors, c'est un parc national et selon la loi française, un parc national, c'est un territoire qui est reconnu comme exceptionnel de par la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses paysages et de son patrimoine culturel. Et donc, sur ces territoires, l'État met en œuvre des moyens spécifiques de protection. Ce sont des réserves, en gros. D'accord, oui, pour préserver les richesses, on est obligé de mettre en place une gestion quand même, et puis surtout des réglementations. Et oui, c'est comme ça. Alors, ce parc, il a été créé en 2007, c'est assez récent, et il comporte quand même 3,4 millions d'hectares. Donc, c'est tout ce que vous voyez qui est en vert sur la carte, et donc il est situé dans le centre et le sud de la Guyane. Ah oui, en effet, ça prend une bonne partie du pays. Oui. Et qu'est-ce que c'est alors cette forêt, cette jungle même? Oui, alors une forêt tropicale amazonienne et toute sa biodiversité, bien sûr, mais également des habitants dans cette forêt, des communautés amérindiennes, environ 10 000 personnes, qui contribuent à la richesse du territoire, bien entendu, de par leurs identités culturelles très forte et diversifiée puisqu'il y a plusieurs communautés qui vivent dans cette forêt. D'accord, donc ce parc il a quand même de sacrées missions de préservation. Là. Oui, exactement, parce que bien entendu il se doit de préserver et valoriser bien entendu la biodiversité qu'il abrite, mais aussi les populations qui vivent sur le territoire et surtout les accompagner dans un développement durable, dans le respect de leur mode de vie. Bon, 10 000 habitants, ça fait pas beaucoup quand même, mais on va espérer que ce soit pas trop tard justement pour préserver leur culture. En tout cas, c'est la mission de ce parc. Ils ont même une police de la nature dont le rôle est de faire appliquer la réglementation en vigueur et aussi de sensibiliser la population. En fait, le plus gros souci qu'ils ont à gérer, c'est l'orpaillage illégal. Les chercheurs d'or, c'est ça? Oui, mais ceux qui n'ont pas d'autorisation pour le faire. Et l'extraction illégale d'or, c'est un fléau pour la Guyane depuis les années 90. C'est une activité qui est extrêmement destructrice pour les écosystèmes. En fait, ça contamine toute la chaîne alimentaire à cause du mercure en fait qu'ils utilisent n'importe comment. C'est pour amalgamer l'or qu'ils l'utilisent, mais ils font n'importe quoi avec. Donc du coup, ça détruit le lit des rivières, ça met des tonnes de boue en suspension dans les cours d'eau. En fait, ils détruisent la forêt avec leurs recherches. D'accord, donc là-bas, le problème, c'est pas le tourisme ou l'urbanisation, c'est les chercheurs d'or clandestins. Exactement. Bon, la police s'en sort plutôt bien. Heureusement, ils arrivent quand même à préserver tous ces trésors de la nature. Cette forêt, elle a un rôle fondamental pour notre planète. Ne l'oublions pas, ce sont les végétaux verts qui nous fournissent l'oxygène qu'on respire. D'ailleurs, d'où le surnom donné à la forêt amazonienne de poumon de la planète. Et oui, voilà. Par contre, ce à quoi on pense moins souvent, un grand rôle aussi de la part de ces végétaux, c'est qu'en plus de nous fournir notre oxygène, eh bien, ils stockent aussi un fameux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone que les végétaux verts utilisent pour la photosynthèse. Donc, c'est intéressant pour les scientifiques de quantifier ce volume de carbone dans les arbres. Et comment ils s'y prennent pour savoir ça? Alors, jusqu'à présent, cette quantification, elle s'estimait à partir du volume de bois, à partir des arbres coupés, en fait. Donc, ce qui n'est pas franchement adapté avec la volonté de préservation de la nature, d'une part. Et en plus, ça imposait des calculs extrêmement complexes dont personne n'est fan, il me semble. Alors, des scientifiques ont développé, en fait, une nouvelle technique de mesure pour ces quantités de dioxyde de carbone. Je vous invite à la découvrir à travers ce reportage. Dioxyde de carbone, les arbres passent au scanner. Les arbres jouent un rôle crucial et bien connu dans l'atmosphère. Ils absorbent et stockent le dioxyde de carbone tout en produisant de l'oxygène. Et pour déterminer le volume de dioxyde de carbone qu'ils contiennent, il fallait jusque-là les couper et les peser.
Désormais, cette évaluation peut être faite grâce à un laser qui permet de dresser une carte 3D d'une forêt au millimètre près. Les chercheurs de l'University College de Londres pensent avoir trouvé là une façon beaucoup plus précise pour déterminer les stocks de carbone dans les forêts. Objectif, contrôler les stocks dans le cadre de l'élaboration d'une politique mondiale de gestion d'émissions des gaz. On peut utiliser nos mesures laser pour estimer avec précision le volume des arbres. Quand vous avez ce volume, il faut alors déterminer la densité du bois. Et quand vous disposez du volume et de la densité, on peut estimer la masse de ces arbres. On peut alors essentiellement utiliser ce scanner pour déterminer le poids des arbres. Les chercheurs utilisent un laser terrestre. Selon eux, leurs résultats présenteraient une exactitude de 90%, alors que les méthodes actuelles ne seraient exactes qu'à 37%. Ces données peuvent être aussi utilisées parallèlement à des photos haute définition pour créer ainsi un portrait tridimensionnel d'une forêt. L'appareil est donc posé ici sur un trépied. Il tourne sur lui-même et émet un rayon laser. Chaque fois qu'on a un rayon, soit des milliers de fois par seconde, on enregistre la distance parcourue par ce rayon et l'objet dans lequel il est venu frapper. On a ainsi une image tridimensionnelle de tout ce qui entoure l'appareil. Un millier d'arbres de la forêt amazonienne ont ainsi été scannés dans le cadre d'une étude de l'impact de la sécheresse qui frappe cette forêt. Oui, en fait, c'est la même méthode qu'utilisent les géomètres pour leurs mesures. C'est le même genre d'outil, oui, mais après, je pense que les données, elles ne sont pas traitées de la même façon. Hein. Tu as vu quand même les résultats des scans, les modélisations qu'ils font, c'est assez impressionnant. J'avoue. Bon, j'espère que cette étude, en tout cas, va inciter les participants à la conférence organisée par l'ONU donc, de cette fin d'année à mettre en place donc, des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Oui, moi aussi, j'espère. Et par la même occasion, préserver tous ces trésors de biodiversité qu'on peut trouver dans ce parc amazonien, justement, hein, une biodiversité de notoriété publique. Hein. Il y a quand même 50 à 70% des espèces animales et végétales terrestres du globe qui s'y trouvent. Donc c'est assez énorme. En fait, au sein de cette forêt, il y a une grande diversité de conditions climatiques et aussi une extrême diversité d'habitats, d'où cette biodiversité incroyable. Alors justement, cette biodiversité, ils en sont où là-bas au niveau de l'inventaire? Ouh là là, alors là, ils en sont encore en plein dedans. Hein. C'est une tâche de longue haleine, hein, vous vous en doutez bien, avec l'immensité de cette forêt. Alors je peux quand même vous donner quelques chiffres. Hein. On y retrouve plusieurs milliers d'espèces végétales, avec notamment plus de 150 espèces d'arbres qu'on peut retrouver sur un même hectare là-bas. Donc il y a aussi plus d'une centaine d'espèces de mammifères, près de 450 espèces d'oiseaux, environ 200 reptiles et amphibiens, plus de 200 espèces de poissons des criques forestières, et puis il y a tous les invertébrés, hein, dont là l'exploration elle en est encore vraiment qu'à ses débuts, et puis ça représente quand même une biomasse qui est 10 à 20 fois supérieure à celle des vertébrés. En effet, ça fait beaucoup tout énorme. Ça. Tu n'auras pas quelques exemples à nous donner Si, avec plaisir. Alors notamment, on retrouve des arbres géants, mais aussi des lianes absolument impressionnantes, comme vous pouvez voir à l'écran. Il y a des orchidées de toute beauté, et puis tout un cortège d'espèces emblématiques de la faune amazonienne, hein, comme les jaguars, les singes. Donc là, vous voyez le jaguar qui est endormi sur son... Il est mignon. Ouais, trop mignon. On retrouve aussi des tapirs que vous allez pouvoir voir aussi dans un instant. Alors c'est assez rigolo comme animal. Oui, ça c'est ceux qui mangent des fourmis, c'est ça? Voilà, c'est eux. Donc en fait, génétiquement, il se trouve qu'ils sont proches du rhinocéros et du cheval. T'aurais dit ça en les voyant? Pas du tout. Non, moi non plus. Bon, après, dans la forêt, vous pouvez aussi trouver toutes sortes de serpents agréables, dont les fameux boa constrictors. qu'on adore. Ça me rappelle ce type-là qui s'était fait, il avait fait croire qu'il s'était fait avaler vivant par un serpent pour une télé-réalité ou une émission sur National Geographic. Je sais plus c'était une énorme arnaque cette histoire. Bon, finalement, elle n'avait pas été jusqu'au bout, heureusement d'ailleurs. Mais bon, c'était un anaconda là, c'était pas un boa constrictor. Bon, voilà, vous pouvez trouver tout ce genre de choses dans cette forêt amazonienne. Après, vous pouvez aussi voir les magnifiques grenouilles colorées. Vous savez, voilà, celles que vous pouvez voir à l'écran là. Elles sont toutes belles. Bon, à mon avis, elles sont sacrément aussi venimeuses que magnifiques. Hein. Voilà. Après, il y a tout un florilège d'insectes, hein, bien entendu. Ah là là, ça c'est la partie que j'aime pas. Moi non plus, je suis pas trop fan, je dois dire. Sachez, chers amis, que dans cette forêt, l'araignée la plus grosse du monde vit là-bas. L'araignée Goliath, elle a des pattes qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm et son poids
peut être équivalent à celui d'un jeune chiot. Oh là là, j'aimerais pas la croiser celle-là. Moi non plus, j'avoue. Enfin voilà, bon, après on trouve bien sûr tout ce qui est scolopendre, les phasmes, tous ces insectes qui ont l'apparence de brindilles, tu sais, c'est vraiment troublant. Mais on peut aussi voir bien sûr des magnifiques papillons et des scarabées irisés. Quoi qu'il en soit, peut-être apprécierez-vous davantage ces animaux en version robot. Une équipe de chercheurs a mis au point Hector, de son doux nom, un robot marcheur que je vous propose de découvrir en images et on terminera là-dessus. C'est parti. Voici Hector, le robot insecte construit par une équipe de recherche de l'université de Bielefeld en Allemagne. Ce robot marcheur à l'apparence d'une grosse mouche se déplace tout seul grâce à 6 pattes qu'il contrôle chacune de manière indépendante. Des capteurs lui permettent aussi de réagir de façon autonome à son environnement et d'adapter son allure en fonction des obstacles à surmonter. Pour son concepteur Jan Paskarbeit, Hector peut aider les scientifiques à comprendre les déplacements des insectes, notamment en terrain accidenté. Nous n'allons pas l'envoyer dans les égouts ou des endroits comme ça. Il s'agit surtout de comprendre concrètement le fonctionnement de la marche et un mode de déplacement sur 6 pattes. Il s'agit aussi de tester les théories biologiques pour les enrichir avec de nouvelles idées. Les articulations passives d'Hector agissent comme les muscles. Son exosquelette est très léger et fabriqué à partir de plastique à renfort fibre de carbone. Hector peut donc s'adapter à différentes surfaces et exécuter des mouvements très souples. Prochainement, il pourrait même voir. Un système de caméra est actuellement développé pour Hector et devrait lui fournir une image de son environnement inspirée par la biologie. En d'autres termes, Hector sera en mesure de voir comme un insecte. Et comme un véritable insecte, Hector a ses propres antennes. Elles ont été ajoutées à un nouveau prototype de telle manière qu'Hector peut désormais reconnaître les obstacles en les touchant. Si Hector n'en est encore qu'au stade expérimental, il est déjà capable de transporter de lourdes charges, ce qui laisse envisager que de futurs modèles pourraient être utilisés à des fins de transport ou de sauvetage, un concept qui devrait donc faire mouche. Comme quoi, la recherche a des côtés ludiques aussi parfois. Heureusement, j'ai envie de dire, sinon il n'y aurait personne pour en faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mara pour ce voyage au cœur de la forêt amazonienne. Merci à toi Chloé, merci à tous et passez un excellent week-end. C'est la fin de cette émission qui clôture donc notre semaine spéciale Antilles. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est aussi la fin de toutes ces spéciales que vous avez suivies aussi fidèlement. Merci à tous. On se retrouve dès lundi. Moi, je reprends ma chronique et vous retrouverez Élise.